Thierry, je suis évidemment heureux de te retrouver cette semaine. Alors, je préviens, on va aujourd'hui parler de situation internationale, de géopolitique. Mercredi prochain, on se voit, on parlera du sommet des BRICS. Oui. J'en ai parlé lundi avec Édouard. On ne va pas en parler énormément aujourd'hui. On sait que ça existe. On consacrera une réunion la semaine prochaine au sommet des BRICS, qui est en réalité un sujet extrêmement important, même si la presse française n'en parle très peu, la presse mainstream, la presse subventionnée, qui fait comme si ce sommet n'existait pas, comme s'il était anecdotique. Vas-y, dis-en 3 mots. C'est parce qu'elle ignore l'importance que ça. Elle ne voit que le monde occidental. Donc on rappelle qu'à Kazan, en Russie, le sommet des BRICS rassemble 20 000 personnes, des chefs d'État par dizaines, qui rappellent que la Russie n'est pas du tout le pays isolé qu'on présente dans la presse mainstream en France. On rajoutera un autre point, Thierry, c'est qu'on va parler, j'y tiens, et je crois que Édouard Husson, qui n'est pas là aujourd'hui, qui sera là mercredi prochain, veut lancer un appel. On va parler de la situation à Gaza, de la situation humanitaire dramatique qui pose un cas de conscience morale. Et donc je voudrais qu'on y consacre du temps dans l'heure et demie qu'on prend pour discuter chaque mercredi. Mais je voulais qu'on commence par quelque chose qui au fond est passé relativement inaperçu en France. C'est l'affaire moldave, si j'ose dire, puisque il y a eu un référendum. Et une élection présidentielle en même temps. On n'avait pas connu ça depuis le 2 décembre 1852 en France. Et ce référendum et cette élection présidentielle visaient à valider ou pas la demande d'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne. On rappelle que la Moldavie, c'est pas exactement ça. Alors, vas-y. Ça visait à inscrire dans la Constitution que la Moldavie demanderait son adhésion à l'Union européenne. Et donc, on rappelle que la Moldavie est une ancienne république de l'Union soviétique, coincée entre la Roumanie et l'Ukraine, et qui comporte une petite région qui s'appelle la Transnistrie, qui est adjacente à la Moldavie, à l'Ukraine, pas très loin d'Odessa. Et la Transnistrie est plutôt une région pro-russe. Et en fait, je voulais qu'on commence par ce point, parce que de mon point de vue, ce qui s'est passé en Moldavie, moi je crois à la géométrie fractale. Je pense qu'on peut comprendre le monde à partir d'un exemple précis qui permet de disséquer le reste du corps, si j'ose dire. Et je trouve que les élections en Moldavie sont une belle opération de géométrie politico-fractale, si j'ose dire. Explique-nous ce qui s'est passé en Moldavie cette semaine, enfin ce week-end. Alors, moi, je vais prendre dans le sens inverse. Je vais parler d'abord de la Transnistrie. Donc, c'est une vallée à la limite entre l'Ukraine et la Moldavie. Et cette vallée s'est déclarée indépendante lors de l'effondrement de l'Union soviétique. Puis la Moldavie s'est déclarée indépendante. Mais dès le départ, la Transnistrie était indépendante. Cependant, quand on a enregistré la Moldavie aux Nations Unies, on l'a enregistrée avec les anciennes frontières soviétiques, donc en incluant la Transnistrie. Si bien qu'aujourd'hui, la Transnistrie n'est pas reconnue comme un État indépendant, alors qu'elle est indépendante depuis avant l'indépendance de la Moldavie. Et elle est totalement indépendante. C'est vraiment un pays qui a son administration, son parlement, sa Cour suprême, tout ce qu'il lui faut. Voilà. Et cette Transnistrie a la particularité d'être la seule ancienne république soviétique à avoir voulu réaliser le rêve de Gorbatchev, c'est-à-dire avoir un gouvernement socialiste, au sens marxiste du terme, avec une démocratie. Et
moi je pense qu'il y est arrivé. Mais le fait qu'il y soit arrivé est insupportable à de nombreux Occidentaux qui ont un fantasme de déclarer que le système communiste a échoué. Parce que là, ça n'a pas échoué, c'est le seul endroit au monde où ça n'est pas échoué. La Transnistrie, est-ce que tu peux nous dire rapidement, parce que je sais que plein de gens... Alors, on va redire quelle est la capitale de la Moldavie. Chisinau. Ouais, Chisinau. Donc, pour plein de gens, c'est mais de quoi vous parlez? Est-ce que c'est la même chose que Frankenstein, Dracula? Bon, ouais. Redis-nous, la Transnistrie, c'est... C'est Tiraspol, la capitale. Tiraspol, à la louche, c'est combien de kilomètres sur combien de kilomètres? Parce qu'en réalité, c'est une espèce de petit sparadrap. C'est tout petit, c'est tout petit. C'est tout petit, et depuis que c'est indépendant, les États-Unis ont cherché à détruire cet État. Et donc, il y a eu une guerre en 1992, donc... quand même, je sais pas, 1 an après l'indépendance, quelque chose comme ça. Il y a eu une guerre pour détruire la Transnistrie. Cette guerre, elle est inconnue en Europe. Dans le reste de l'Europe, je veux dire, puisque ça, c'est en Europe. Hein. Elle est inconnue dans le reste de l'Europe, mais quand vous allez là-bas, vous comprenez vraiment ce qui s'est passé. Moi, j'ai été là-bas, puis j'ai cherché dans les archives, tout ça, et c'est clair, l'opération militaire a été menée par la Roumanie, pas par la Moldavie, par des troupes roumaines dirigées par un officier de la CIA, un États-Unien. C'était en quelle année? En 92. Et il s'est passé cette chose difficile à admettre que la population de Transnistrie s'est révoltée contre cette invasion, et les femmes transnistriennes sont allés se sont présentés il y a une mission de paix de l'armée russe à cet endroit-là. Et donc elles sont venues devant cette mission de paix, elles ont dit « Donnez-nous des armes pour qu'on se défende ». La mission de paix a dit « Non, non, nous avons des instructions de Yeltsin, on n'a rien à vous donner. On est neutre. » Et donc elles ont fait un sitting, et finalement les soldats russes ont laissé les femmes de Transnistrie prendre les armes sur place, y compris des tanks. Et là, les hommes de Transnistrie sont venus pour soutenir leur pays. Et ils ont gagné cette guerre contre une armée qui était quand même faite de briques et de broc, parce que c'était des officiers roumains, mais le personnel de cette armée, c'était en fait des repris de justice qu'on avait été chercher dans les prisons roumaines. Donc, c'était pas une très bonne armée. Et ce sont eux qui ont gagné. Donc voilà, depuis ce moment-là, l'Union européenne essaye de maintenir la Transnistrie à l'écart. Au point qu'il y a une mission de l'Union européenne à la frontière de la Transnistrie, en partie en Ukraine, en partie en Moldavie, alors que ni la Moldavie ni l'Ukraine ne sont membres de l'Union européenne. Vous voyez, c'est tout à fait anormal. Mais il y a une force militaire de l'Union européenne autour de la Transnistrie. Alors, lorsque, il y a 5 ans, la Rand Corporation, c'est-à-dire le think tank militaro-industriel des États-Unis, a présenté son plan pour affaiblir la Russie à la Chambre des représentants. Ils ont expliqué, on va commencer par une guerre en Ukraine pour affaiblir la Russie. Mais si ça ne marche pas, il faudra faire la même chose avec la Transnistrie ou avec la Géorgie. Donc, aujourd'hui, où on voit bien que la guerre en Ukraine arrive à s'essouffler et où tous les experts militaires prévoient un effondrement définitif de l'Ukraine à la fin de cet hiver. Donc, les États-Unis sont à la recherche d'un moyen de relancer cette guerre.
soit en Géorgie, soit en Transnistrie. Donc c'est pour ça que les élections en Moldavie, qui officiellement comprend cette région transnistrienne, même si la Moldavie n'a jamais exercé de pouvoir en Transnistrie, absolument jamais dans son histoire. Donc ces élections ont un rôle très particulier d'un point de vue des États-Unis. Tu nous parles de la Transnistrie. Pour beaucoup de Français, c'est un sujet mystérieux. C'est proche de la Lune creuse et des extraterrestres. Mais il y a un sujet plus précis, c'est qu'il y a eu ces élections en Moldavie avec ce référendum sur l'adhésion à l'Union européenne. Tu nous redis, je l'ai bien entendu, que le sujet, c'est est-ce que nous inscrivons dans la Constitution le fait que la Moldavie est un État européen, au fond, et pas une ancienne République soviétique. Mais il y a eu un coup de théâtre pendant ces élections qui, moi, m'a troublé. Il a troublé tout le monde. C'est-à-dire que la présidente, à un moment donné, il y avait des estimations sorties des urnes, si j'ose dire. Il y avait plus que ça. Il y avait déjà 98% des bulletins qui étaient dépouillés. Vas-y, explique-nous. Il y avait déjà un avis officiel de la commission électorale. Et cet avis officiel, c'est que l'élection présidentielle était gagnée par l'ancienne présidente pro-européenne, mais que le référendum était perdu. Ça, c'était l'avis officiel. Donc, redis-nous le nom de cette présidente. Maya Sandu. Voilà. Donc, qui se présentait, elle pouvait être réélue, mais majoritairement, les voix, à une faible majorité, il faut le dire, étaient défavorables à, d'une façon ou d'une autre, on va simplifier comme ça, même si chacun modérera ce propos, il y avait une courte majorité défavorable à l'adhésion à l'Union européenne. Et puis finalement, elle nous fait un discours. Elle fait un discours en disant « mais c'est une atteinte à la démocratie, c'est très grave, notre pays est pris en otage par des forces étrangères qui ont falsifié le scrutin et tout ». Et brutalement, la commission électorale dit « ah ben non, on a recalculé. Et on a de nouveaux éléments et en fait, la majorité à 50, la majorité est favorable au changement de la Constitution. Et ça, c'est à quelques minutes, au fond, de la proclamation définitive. C'est-à-dire que on assiste à ce processus électoral dont je voulais qu'on parle ensemble, où des gens, au fond, des résultats tombent qui sont défavorables au vote mondialiste, pour aller vite. Et puis finalement, il y a un retournement totalement imprévu. Et ça marche. Finalement, les gens sont pour l'adhésion à l'Union européenne. Moi, on en discutait tout à l'heure en préparant cet entretien. J'ai été perplexe en 2022 puisqu'il y a eu cette annonce pour laquelle moi j'ai toujours dit c'est normal, mais rétrospectivement, comme ça se reproduit chaque fois, on se dit c'est bizarre. Il y avait eu cette annonce en 2022 où Marine Le Pen était en avance de 2 millions de voix sur Emmanuel Macron, et puis hop, et pas en avance 3 jours avant le scrutin, c'est-à-dire le soir vers 19h, on l'a crédité d'une forte avance sur Emmanuel Macron, et puis tout à coup, finalement, elle était perdante. Ce qui était plausible techniquement à l'époque, en disant il y a eu une erreur d'affichage. France 3, qui avait affiché cette erreur, a dit non, mais on s'est planté dans le tableur Excel, etc. Pourquoi pas? Why not? Ça peut arriver. La difficulté, c'est qu'aux législatives de 2024, on a eu la même blague. C'est-à-dire que à 18h, moi, je recevais tous les sondages sortis des urnes des instituts de sondage jusqu'à 18h30. Tout le monde donnait le Rassemblement national très en tête en France. Et puis finalement, à 19h, il était battu. Voilà. Et personne n'a moufté. Et on se dit, c'est quand même bizarre. En 2022, on a eu déjà une alerte. En 2024, on a le même processus. Et puis là, en octobre 2024, en Moldavie, on a la ressucée, si j'ose dire, du même mode opératoire. C'est-à-dire que alors que les bulletins sont dépouillés, on dit, tiens, c'est le camp du non qui l'emporte. Et puis miraculeusement, c'est le camp du oui. Et alors,
Dans les cas français, on n'a pas d'autres éléments qui permettent de juger les choses. Mais que personne n'est allé fouiller. Parce que personne n'est allé fouiller. Mais dans le cas moldave, on aurait tendance à dire, si l'élection a été faite de manière normale, peut-être il y a une explication. Sauf que, il est évident que le gouvernement moldave a falsifié dès le début le résultat des urnes. En effet, il y a une très grande communauté émigrée de Moldave, dont 1,5 million qui vit en Russie. Tu allais dire en Union soviétique. Oui, j'allais dire en Union soviétique parce que c'est leur histoire en fait. Donc, qui vit en Russie aujourd'hui. Et donc, il y a des consulats de Moldavie qui ont ouvert des bureaux de vote pour leurs ressortissants en Russie. Mais le total des bulletins de vote disponibles dans ces consulats, c'était 10 000 bulletins de vote pour 500 000 personnes. Donc il y a 490 000 Moldaves qui n'ont pas pu voter et dont on sait à l'avance qu'ils auraient voté d'une manière plutôt pro-russe que pro-Union européenne. Donc hostile, voilà, à l'adhésion. Voilà, c'est ce logiquement, on peut déduire ça. Et là, c'est le gouvernement moldave qui a la responsabilité d'avoir rendu impossible leur expression démocratique. Donc qu'ils aient truqué le scrutin dans la dernière heure du dépouillement, c'est pour le moins possible. Est-ce que ça signifie que, selon toi, il est plausible... Alors, moi, je tiens à prendre les précautions d'usage parce que je vais refaire chier tout le monde, si vous me permettez d'être vulgaire, mes amis, en disant, je sais qu'il y a un appel d'un certain nombre d'infiltrés à soyez simplistes, soyez binaires, soyez manichéens. Moi, je suis partisan de la difficulté et de la douleur. Je suis flamand, je ne suis pas du Sud. Donc, on va redire qu'il ne s'agit surtout pas de simplifier ni de tirer des slogans faciles. Mais il y a quand même quelque chose qui nous trouble, c'est-à-dire que d'élection en élection, on a le sentiment qu'il y a un mode opératoire McKinseyisé, j'allais dire, internationalisé, mondialisé, où on se dit, c'est bizarre, finalement, les élections, elles tombent comme il faut. Il y a eu des grandes frayeurs en disant... Il va y avoir une défaite du camp mondialiste et une victoire du camp populiste, pour aller vite. Ces expressions ne veulent pas dire grand-chose, mais on peut vous dire il y avait ça, et finalement, c'est le mondialisme qui gagne. Est-ce que, selon toi, Thierry, il est plausible qu'il y ait un mode opératoire internationalisé, mondialisé, pour orienter les résultats des élections comme il faut, et dont la France elle-même aurait été victime d'une façon ou d'une autre? Alors je ne sais pas si la France en a été victime, mais qu'il y ait un mode internationalisé me paraît évident. Ce que tu nous dis, c'est que les élections en Moldavie, enfin, le scrutin en Moldavie, ça ne te paraît pas blanc-bleu? Ça ne me paraît pas crédible, ce résultat. Et ceci alors même que l'Union européenne avait déployé des trésors pour faire pression sur les Moldaves. Vous savez que Madame Ursula von der Leyen s'était rendue en Moldavie 2 semaines, je crois, avant l'élection, et qu'elle avait promis aux Moldaves, si vous votez bien, l'Union européenne vous donnera 2 milliards d'euros pour adapter votre économie à l'Union. Bon, donc c'est un pays très pauvre. Quand on arrive en disant je vais vous donner 2 milliards d'euros, normalement tout le monde devrait voter pour elle. Bon, et manifestement ça n'a pas été le cas. J'ai demandé à Thierry de tourner son micro. Voilà pourquoi il y a cette petite interruption. Thierry, pour en rester sur la Moldavie, quand même, est-ce que ça signifie que selon toi, mais enfin, tout le monde comprend que c'est selon moi, j'y crois, il y a aujourd'hui une volonté de neutraliser le résultat des élections
dans les démocraties libérales occidentales parce que, au fond, elles ne donnent pas les résultats qu'on voudrait. Non seulement ça me paraît évident, mais il y a plusieurs étapes dans cette affaire-là. D'abord, on a commencé, il y a 5 ou 6 ans, à, pour la première fois, agir directement sur les votants, avec le système selon lequel on obtient une cartographie des comptes Internet de toute une population. On a conscience de leurs sujets d'intérêt et de leurs opinions. Tout ça est centralisé dans une grosse machine. C'est ce qu'a fait Cambridge Analytica. Et il l'a fait dans plusieurs pays, notamment en Inde et aux États-Unis, au Royaume-Uni. Donc, une fois qu'on a cette cartographie, on envoie des messages ciblés aux gens que l'on a choisis et dont on connaît déjà les opinions, pour les conforter dans leurs opinions et les faire voter d'une certaine manière. Et on sait que ça marche, ça. Alors, avec le temps, ça ne marchera pas, évidemment, puisque les gens vont savoir se prémunir de ça. Mais au début, ça fonctionne. Là, maintenant, on est dans un deuxième système où on falsifie le résultat lui-même des élections. Mais je pense que tout ça, ce ne sont que des étapes. Il y aura toujours une question, un nouveau truc que l'on va inventer pour falsifier. L'essentiel pour celui qui falsifie, c'est d'être en avance sur la capacité de l'électorat à comprendre ce qui se passe. Alors, je redis, parce que je sais que ce que tu dis va être interprété diversement. Nous, donc, comme tu sais, on a participé à une liste aux élections européennes. On a cherché la petite bête. Dans la pratique, c'est compliqué d'identifier les mécanismes par lesquels on peut truquer les résultats des élections en France. Même si aujourd'hui on a une faille, c'est-à-dire qu'entre une faille dont on pourrait disserter très longuement, entre les résultats qui sont proclamés à la sortie d'un bureau de vote, qui sont publics, et ce qui est retraité in fine au ministère de l'Intérieur, au fond, les citoyens manquent de traçabilité. Et donc, il peut y avoir des failles, d'éventuelles erreurs. Nous, on nous a parlé au moment des législatives d'erreurs sur des lots entiers de bulletins de vote qui arrivaient, qui étaient mal décomptés, qui étaient décomptés comme favorables à la majorité parlementaire de l'époque, macroniste, et qui en réalité étaient favorables au Rassemblement national. Là où on est gêné, c'est que le Rassemblement national n'a jamais contesté les résultats des élections, notamment par peur d'être taxé de complotisme. Donc aujourd'hui, on a ce sujet, c'est qu'on a du mal à étayer les sujets d'une certaine façon, les griefs. Maintenant, est-ce que ça signifie que selon toi, il existe une probabilité, une possibilité statistique que, au fond, la caste mondialiste cherche à se légitimer avec des processus électoraux qu'elle a truqués délibérément pour pouvoir gagner à chaque coup? Alors, l'idée de faire ça, ça n'est pas nouveau, et précisément, c'est la commission trilatérale, la première, qui avait expliqué qu'il fallait faire ça. Dont nous avons parlé la semaine dernière dans un podcast que nous publions aujourd'hui. Maintenant, en fait, je pense pas que ce soit le fin mot de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie que nous avons connue n'est plus possible. Moi, je suis pour la démocratie, mais ça ne peut plus exister, pour une raison toute simple. C'est qu'il y a aujourd'hui des différences de pouvoir économique considérables entre les citoyens. Ça n'a jamais existé, cette différence. Même à l'époque médiévale. Le
le serf vis-à-vis de son seigneur n'avait pas un écart aussi important aujourd'hui que nous par rapport à l'homme le plus riche de notre pays. Bernard Arnault, oui, oui. Elon Musk. Oui, oui. Donc, le principe de la démocratie, ça ne peut fonctionner que dans des sociétés où il y a une forte classe moyenne et où il n'y a pas de grands écarts de pouvoir économique. Ce n'est plus le cas. Donc ça ne peut plus fonctionner. Et pourtant, on continue à maintenir cette fiction. Je dis c'est une fiction parce que c'est simplement, c'est une évidence, ça ne peut pas marcher comme ça. Alors si c'est une fiction, ben, on peut la manipuler évidemment. C'est l'occasion de dire quelques mots d'un processus évidemment fondamental qui sont les élections américaines. Où là aussi les différences par rapport à ce qu'on connaît en France par exemple sont extraordinaires. Kamala Harris a pratiquement levé $1 milliard pour sa campagne électorale, je crois qu'on est à 900 et quelques millions de dollars. Donald Trump est un peu en retard, mais il n'est pas loin des 900 millions de dollars, mais il a fait moins de 900 millions de dollars. Tout le monde sait que Donald Trump est richissime, même si on peut contester la nature de sa richesse. Est-ce que tu penses que les élections américaines sont des élections démocratiques? Absolument pas. Et les États-Unis ne sont pas et n'ont jamais été une nation démocratique. Je vous renvoie à la Constitution des États-Unis. Au moment où cette Constitution a été rédigée, les pères fondateurs des États-Unis ont expliqué qu'ils ne voulaient en aucun cas que les États-Unis soient une démocratie. Ce qu'ils voulaient, c'était reproduire le système britannique sans avoir de noblesse. Donc, à la place de la noblesse, ils désignaient des très grands propriétaires terriens qui étaient les gouverneurs des premiers États. Et si vous consultez la Constitution des États-Unis, elle n'a pas changé depuis la proclamation d'indépendance. Si vous regardez la Constitution des États-Unis, il n'y a pas d'élection par les citoyens du président. Ça n'est pas dans la Constitution. La Constitution précise que le président est élu par des grands électeurs. Mais qui sont ces électeurs? C'est pas du tout comme en France l'élection au Sénat à 2 tours. Vous savez, vous avez l'élection au Sénat, ce sont les élus locaux. Les notables. Les élus locaux qui désignent les sénateurs. Donc vous dites, mais ces élus locaux ont été désignés par le peuple. Là, c'est pas du tout ça. Ce sont les gouverneurs de chaque État qui désignent les électeurs de la présidence. Et les consultations électorales qui ont lieu auparavant dans les différents États sont exclusivement indicatives. D'ailleurs, vous avez pu le constater lors de l'élection de George Bush, puisqu'à ce moment-là, George Bush, le fils... Junior, voilà. À ce moment-là, il y a eu... en 2000. En 2000, voilà, il y a eu un conflit avec Al Gore qui était son compétiteur, et ce conflit est remonté à la Cour suprême. Il portait sur le résultat du dépouillement en Floride. Mais la Cour suprême a dit « mais ça ne nous regarde pas ». La Floride fait ce qu'elle veut. De toute manière, la seule chose qui nous importe, ce sont les électeurs qui ont été désignés par le gouverneur de Floride, qui se trouve être le frère de George Bush, mais ça aussi, ça ne nous regarde pas. Donc, voilà, on a pu recompter les votes dans un temps par la suite, et on s'est rendu compte que le résultat n'était pas celui qui avait été proclamé. Mais ça n'a pas changé les électeurs désignés par le gouverneur de Floride. Donc, ça n'est pas du tout une démocratie. Alors, je vais faire un peu d'archéologie pour ceux qui n'étaient pas nés en 2000.
nous suivent, ils sont nombreux. L'argument qui avait été utilisé à l'époque par la Cour suprême de Floride, enfin effectivement la Cour de l'État de Floride, c'était on ne peut pas remettre en cause toute la vie démocratique en changeant plusieurs semaines après le résultat du vote. Ah non, c'était pas son... Non. La Cour suprême n'a pas dit ça. La Cour suprême, elle a dit ce qui se passe en Floride n'est pas de notre ressort. Oui, mais la Cour de Floride avait dit... Ah, la Cour de Floride, c'est autre chose. Avait dit, c'est compliqué de changer... À un moment donné, il faut bien que ça tourne. Il faut que ça marche, monsieur. Il faut que ça marche, voilà. Donc si on a truqué, vous devez... À un moment donné, il faut se faire une raison. Mais ce qui est un argument de raison qui n'est pas complètement dénué de sens, c'est que on ne peut pas passer des années à dépouiller le résultat d'un vote. Oui, mais c'est la même chose qui a fait que... En France, on a dit un jour que le Conseil constitutionnel a dit que le président Jacques Chirac avait été élu sans dépasser les limites de son compte de campagne, alors que toutes les preuves du contraire étaient là. Et donc on rappellera qu'à l'époque, le président du Conseil constitutionnel était Roland Dumas, et que cette année-là, ça a laissé beaucoup de traces. Jacques Cheminade, qui avait été candidat, a été condamné pour compte... alors il nous dirait mieux, s'il était là, il nous dirait mieux que nous les motifs exacts de la condamnation, mais on avait considéré que ses comptes n'étaient pas réguliers et qu'un petit candidat s'était fait taper sur les doigts alors que le président de la République ne s'était pas fait taper sur les doigts. Est-ce que ça signifie, Thierry, que cet arrangement avec la réalité fait partie de la vie démocratique depuis des années? Non mais, dans la vie démocratique, il y a toujours un principe de réalité. Bon. Est-ce que le fait qu'il ait dépassé ses limites juridiques, c'était une raison pour revenir sur l'élection? Bon, les membres du Conseil constitutionnel ont pensé que non. Et c'est assez compréhensible, en fait, parce qu'il y avait vraiment une élection de cet homme-là. Bon. Mais là, nous parlons d'autre chose. Nous parlions de la Constitution des États-Unis, et j'insiste là-dessus, cette Constitution n'est pas démocratique, n'a jamais voulu être et n'a jamais été démocratique. Jamais. C'est ce que disent les plus grands experts de droit constitutionnel aux États-Unis. Ton pronostic sur l'élection américaine, puisque en réalité notre sujet, alors, qui est assez peu dit, je lis des articles dans la presse subventionnée en France qui expliquent que Trump est un monstre vivant et effectivement, au-delà de cette propagande, il y a une réalité, c'est que Trump est aujourd'hui en train de se battre pied à pied pour gagner l'élection face à Kamala Harris dans un système complexe où le vote se fait État par État avec des représentants, donc c'est un suffrage indirect, comme on dit, donc qui n'a rien à voir avec le suffrage en France. Est-ce que, de ton point de vue, Trump a une chance de gagner cette élection? Alors, il y a plusieurs manières de répondre à ça. D'abord, si on regarde la totalité des électeurs aux États-Unis, à mon sens, il n'y a aucun doute que la majorité est favorable à Donald Trump. Je dis ça sur une chose simple, non pas sur les sondages prévoyant ces élections, mais sur un sondage tout simple. Quand on demande aux gens est-ce que vous êtes pour ou contre la politique de Joe Biden et Kamala Harris, les 2/3 des gens aux États-Unis répondent qu'ils sont contre cette politique. Donc je ne vois pas comment ils vont voter pour Madame Harris en étant contre sa politique. Bon, peut-être ils vont s'abstenir, peut-être ils vont voter pour Donald Trump. Voilà. Donc voilà, mais ça c'est un sondage général. Alors maintenant, si on regarde État par État, puisque c'est comme ça qu'on devrait savoir ce qui se passe, il faut en fait regarder principalement 4 États qu'on appelle les swing states, qui vont être ceux qui vont faire basculer l'élection dans un sens ou dans un autre. Moi, je n'ai pas examiné en détail ces 4 États, je ne peux pas répondre à ça.
Mais de toute manière, je suis convaincu que le résultat des élections est déjà décidé, que le véritable choix qui se pose aux électeurs aux États-Unis et aux gens qui manipulent l'élection aux États-Unis, c'est de savoir si il faut réaliser le programme de Mme Harris, c'est-à-dire continuer l'impérialisme des États-Unis tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec les massacres à Gaza, au Liban, au Yémen, ou s'il faut changer de politique et, avec Donald Trump, mettre fin à l'impérialisme des États-Unis et se baser sur un nouveau modèle économique face à la Chine. Voilà, c'est les deux choix qui existent, il n'y en a pas d'autres. Mais en même temps, Thierry, Donald Trump est très pro-israélien. Est-ce qu'il va réellement interrompre la logique coloniale des États-Unis ? Alors, Donald Trump, depuis qu'il est en campagne électorale, répète sans cesse qu'il est en fait du côté d'Israël contre les Gazaouis. Ça, c'est la campagne électorale. Mais son passé montre tout à fait autre chose. Quand il est devenu président des États-Unis, dans les premiers jours, il a pris un décret qui a réformé le Conseil de sécurité nationale des États-Unis en excluant d'un siège permanent le directeur de la CIA et le chef d'état-major interarmes. Donc c'était une manière de mettre fin à l'impérialisme des États-Unis. Ça a provoqué un drame aux États-Unis. Son conseiller national de sécurité, le général Flynn, a été contraint de démissionner au bout de 15 jours et ce décret a été rapporté. Ce qui montre la puissance du Deep State aux États-Unis. Oui, absolument. Mais voilà, maintenant, Donald Trump est prévenu, il a un peu plus de bouteilles qu'auparavant et il pourra recommencer la même opération sans avoir à plier la tête au bout de 15 jours. En même temps, Donald Trump a été le premier et au fond le seul pendant un certain temps à déclarer Jérusalem capitale de l'État d'Israël, alors que les décisions de l'ONU prévoyaient que ce soit Tel Aviv et que Jérusalem était une ville internationale. Non, c'est pas tout à fait ça. Oui, Jérusalem devait être une ville internationale. Et donc, le transfert à Jérusalem semblait condamner l'application de cette résolution des Nations Unies. Mais les Nations Unies n'ont jamais précisé que la capitale d'Israël devait être Tel Aviv. Certes, mais en considérant que Jérusalem devait rester une ville internationale, l'ONU excluait qu'on désignât Jérusalem comme capitale d'Israël, et c'est pourtant ce que Donald Trump a fait. On peut comprendre ça de cette manière, mais on n'est pas forcé. Non, certes, mais jusqu'ici, la communauté internationale, comme on dit... On l'avait compris dans ce sens-là. L'avait compris dans ce sens-là. Oui. Et Donald Trump a brisé le tabou, si j'ose dire, absolument, en étant le premier et pas le moindre, puisque président des États-Unis, c'est pas la même chose que président de la Jamaïque. Le président des États-Unis a dit « Jérusalem sera la capitale d'Israël », ce qui était une façon, quand même, d'innover dans l'interprétation du droit international. Oui, mais ça n'innove pas dans le droit international, c'est l'interprétation. Et ça n'a pas eu de conséquences. Un peu quand même, c'est dire qu'à un moment donné, les États-Unis ont légitimé les revendications territoriales d'Israël sur Jérusalem, qui ne sont pas des revendications neutres, puisque tout le monde sait que l'aile suprémaciste juive, pour aller vite, mais ce terme peut évidemment être modéré, mais l'aile suprémaciste juive considère que le retour de Mechia, du Messie, est subordonné à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Donc il y a une capitale du monde, oui. Capitale du monde. Donc il y a quand même une dimension
très religieuse, très mystique, très mythologique dans tout ça. Bon, donc Donald Trump a fait plaisir à la partie chrétienne sioniste de son électorat. Mais ça n'a pas eu de conséquences. Et voilà, je pense que si on regarde la réalité de ce qu'a fait Donald Trump, ce qui a des conséquences et ce qui n'en a pas, bon, alors ce qui a des conséquences, c'est que il n'a pas créé de nouvelles guerres pour les États-Unis. Ce qui a des conséquences, c'est qu'il a mis fin, tout au moins pendant qu'il était président, au soutien des États-Unis aux organisations terroristes dans le monde, spécialement à Al-Qaïda et à Daesh. Voilà, ça c'est lui qui l'a fait. Si, je sens qu'on va pas être d'accord sur Donald Trump, pour lequel moi j'ai pas d'hostilité. J'adore écouter les discours de Donald Trump. Je trouve que ce mec est fascinant, mais en même temps c'est un acteur. Oui, il n'y a pas de doute. Sur le fond, quand même, Donald Trump n'est pas anti-sioniste. Je vais le prendre de 0 à 1. On va reprendre Donald Trump. Est-ce que les Palestiniens peuvent raisonnablement imaginer que Donald Trump, arrivant au pouvoir, va signer ou va patronner un accord de paix qui leur serait favorable? Un accord de paix, il n'y en a qu'un seul qui peut exister. C'est dire, dans l'ensemble de la Palestine mandataire, que ce soit les actuels territoires palestiniens ou l'actuel État d'Israël, dans cet ensemble, il n'y a qu'un seul État dans lequel tous sont égaux en droit. Un homme, une voix. Ça, c'est la seule solution possible. Il n'y en a pas d'autre. Et si cette solution continue à être repoussée en manipulant des rêves comme le rêve de Lord Peel avant l'indépendance de la Palestine mandataire, Lord Peel avait proposé la solution à 2 États qui était reprise aujourd'hui. Mais c'est juste la reprise du projet colonial des Britanniques, ça n'est pas une solution de paix. Donc tant qu'on repoussera, on arrivera à un moment où ça ne sera plus possible. Et alors ça se terminera comme en Algérie. C'est-à-dire que la population israélienne sera forcée de quitter sa propre terre. Dans ton esprit, puisque on parlera après des autres sujets internationaux qui sont importants, on va s'apesantir sur la question d'Israël et du Proche-Orient. Dans ton esprit, est-ce que ça signifie qu'au fond, nous sommes près d'un dénouement tragique pour les Israéliens, c'est-à-dire que dans leur logique de créer un ordre nouveau au Proche-Orient, est-ce qu'ils vont, selon toi, être défaits, et est-ce qu'il y a un risque que cette défaite se traduise par un nouveau traumatisme collectif? On est parti dans une logique où il ne peut y avoir qu'un traumatisme collectif, que ce soit le massacre des populations arabes ou l'expulsion des populations juives. Encore une fois, il n'y a qu'une solution, elle est extrêmement simple, elle a été dite depuis le début, un homme, une voix. C'est le même problème que l'Afrique du Sud sous l'apartheid. Ça paraissait impossible, mais Nelson Mandela et De Klerk l'ont fait. Sauf qu'il y a eu pas mal de commentaires la dernière fois que tu as dit ça sur le courrier, disant oui, mais alors depuis que l'apartheid a disparu, l'économie sud-africaine se porte quand même moins bien que du temps de l'apartheid. Non, mais ça, ce sont 2 choses différentes, la question politique et la question économique. Alors, en Afrique du Sud, quand Nelson Mandela a été sorti de prison par les États-Unis, il a dû d'abord promettre à l'ambassadeur des États-Unis qu'il n'appliquerait pas son programme économique. Il était communiste, lui. Il a donc abandonné son programme économique pour sortir le pays de l'apartheid. Donc,
aujourd'hui, il persiste en Afrique du Sud des différences économiques absolument ahurissantes entre les uns et les autres. Bon, et il n'y a pas de moyen d'obliger les gens à travailler comme auparavant. Donc effectivement, ils y ont perdu d'un point de vue économique. Enfin, certains y ont perdu d'un point de vue économique. Concrètement, est-ce que tu penses qu'Israël est à l'aube ou au début d'un processus de ce genre? C'est-à-dire est-ce que tu penses que d'une façon ou d'une autre, compte tenu des évolutions qui sont en cours, les Israéliens vont devoir accepter une forme de partage avec les Palestiniens? Il ne s'agit pas de faire un partage. Toute idée de deux États est absurde, parce que les populations sont enchevêtrées les unes avec les autres. C'est impossible de faire un partage. Ça fait 80 ans qu'on en parle, ça ne marche pas. Personne n'a trouvé la solution. Personne n'était capable de faire une carte pour dire comment ça devait être. Vous avez vu déjà une carte comme ça? Une carte, tu veux dire, avec deux États? L'ethnie, si j'ose dire, juive et l'ethnie musulmane. Bah oui, c'est impossible. Arabo-musulmane. C'est impossible. C'est impossible. Donc, il n'est pas question de séparer ces populations. Elles sont contraintes de vivre ensemble. Ou alors, si elles sont séparées, il y en a une qui doit partir. Mais quand même, on voit, et après je promets qu'on parle d'autre chose, mais c'est très important d'en parler, on voit qu'il y a à Gaza, notamment, on voit des images terribles, on voit des images d'enfants martyrisés par les bombardements, tout ça est insoutenable, on voit des images de violence, de souffrance, de douleur imposées par l'armée israélienne, qui sont difficilement tolérables. Et puis on voit ces images de populations palestiniennes de Gaza qui sont regroupées et puis d'une façon ou d'une autre déportées, puisque les images qu'on voit, c'est ces colonnes de gens qui rappellent le génocide arménien, qui rappellent la destruction massive des Juifs pendant la guerre. On voit ces populations civiles errantes au milieu de ruines qui partent vers quelque chose, on ne sait pas quoi. Est-ce que, selon toi, il y a aujourd'hui une démarche de purification ethnique qui est commencée à Gaza et peut-être d'ailleurs en Cisjordanie, c'est-à-dire dans les territoires occupés de l'Est israélien? Alors, là encore, il y a deux manières de répondre. Si je me réfère au discours de Benjamin Netanyahou, il n'y a pas de purification ethnique. Nous sommes juste dans le cadre d'une guerre contre le Hamas, une guerre qui échoue, puisque le Hamas existe toujours au bout d'un an, alors que ça devait durer quelques semaines. Donc, ça serait un échec militaire. Et par hasard, on a tué 200 000 personnes, tout compris. D'où te vient ce chiffre de 200 000? De la revue The Lancet. C'est une revue médicale internationale qui, sur la base d'une analyse démographique, dit qu'il manque 200 000 Palestiniens à Gaza. Voilà. Donc, ça comprend les gens qui sont morts sous les bombes, les gens qui sont toujours ensevelis sous les décombres et surtout les gens qui sont morts au cours des déplacements incessants de population et des difficultés alimentaires, des maladies et de la famine. Donc, voilà, ça serait par hasard qu'on a tué 200 000 personnes. Mais il y a une autre explication. Elle nous est livrée par Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale israélienne, qui la semaine dernière a organisé un rassemblement des organisations des colons juifs. Rappelons que les colons, c'est ceux qui sont en dehors de l'État d'Israël, sur la terre palestinienne et qui y implantent des postes avancés d'Israël. Donc ça, c'est illégal en droit international. Ces gens sont dans l'illégalité. Ceci est condamné par absolument tout le monde au plan international, y compris par les États-Unis et le Royaume-Uni.
Donc, ces colons se sont réunis la semaine dernière et il y a eu, je sais pas, 5 ou 6 ministres du gouvernement Netanyahou qui ont pris la parole successivement et qui ont tenu des discours absolument terrifiants en disant que la terre de Gaza et de Cisjordanie, les deux, leur appartenait, que les Arabes qui s'y trouvaient n'avaient rien à y faire et qu'il leur appartenait de recoloniser à la fois la Cisjordanie et Gaza. Cela dit, c'est à l'unisson des discours que j'ai entendus dans un certain nombre de salons parisiens, où j'ai entendu des gens plutôt éduqués d'ailleurs, enfin très éduqués, dire mais les Palestiniens, ça n'existe pas. Il y avait des Bédouins, des nomades, et au fond, c'est pas chez eux. La vraie terre, c'est la terre des Hébreux, de ceux qui descendent du peuple juif qui a été déporté en l'an 72 par l'empereur Joseph, etc. Alors, l'ancien royaume de Jérusalem, c'est actuellement la ville de Jérusalem et sa proche banlieue. Rien de plus. Ça, c'est l'ancien royaume de Jérusalem. Et à supposer que les gens qui revendiquent aujourd'hui cette terre pour eux sont les descendants des gens qui y vivaient, ça ne donne aucun droit sur l'ensemble de la Palestine mandataire. L'actuel État d'Israël est bien plus grand que le royaume de Jérusalem. Ça n'a aucun rapport. Et ce royaume de Jérusalem, non seulement ne comprend pas la bande de Gaza et la Cisjordanie, mais comprenait encore moins le Liban et le Yémen. Selon toi, est-ce qu'aujourd'hui il existe un projet formalisé de Benjamin Netanyahou, pour aller vite, et de son entourage, pour faire ce que tu n'as pas dit, mais ça voulait dire ça, tu l'as dit à voix basse, faire un Israël entre les deux fleuves, de l'Euphrate au Nil. Ça, c'était le projet de Jabotinsky, le fondateur du mouvement politique dont Netanyahou se réclame. C'est son maître à penser, sa boussole. Et le père de Netanyahou était le secrétaire particulier de Jabotinsky. Donc lui disait qu'il fallait un État allant du fleuve Nil au fleuve Euphrate. C'est-à-dire la reconstitution, non pas du royaume de Jérusalem, encore une fois ça n'a aucun rapport, mais de l'ancien empire assyrien. Et ces deux fleuves sont reproduits sur le châle de prière juif, qui lui-même reproduit sur le drapeau israélien. Pour conclure sur on ne va pas conclure d'ailleurs sur ce sujet, mais pour conclure sur la question de la purification ethnique à Gaza, comment tu expliques aujourd'hui que un certain nombre de Français, juifs ou pas, majoritairement non juifs d'ailleurs, majoritairement goïm, au fond, justifient ça? Comment tu expliques que des gens qui sont souvent des gens diplômés, cultivés, ouverts, te disent mais le massacre de Palestiniens, c'est peanuts, c'est portions congrues, et au fond c'est un mal nécessaire pour défendre les intérêts israéliens. Comment tu expliques ça? Je pense que ces gens n'ont jamais vu la situation dans laquelle vivent les Gazaouis. C'est-à-dire que quand vous avez conscience de ça, c'est tellement atroce, c'est indéfendable. Bon, il faudra sans doute qu'on fasse un reportage à Gaza, même si c'est compliqué, pour montrer ce qu'est la réalité de Gaza aujourd'hui. Mais il y a une question par laquelle je voulais terminer cet éclairage sur l'affaire israélienne. Donc il y a eu des frappes iraniennes dont on a finalement petit à petit mesuré l'importance, même si cette importance reste relative. On en avait discuté devant ces micros.
et tout le monde attend une riposte israélienne qui n'a pas encore eu lieu. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, selon toi, les Israéliens n'ont pas encore fait la retaliation, comme on dit en anglais, fait les représailles contre l'Iran? Il y a deux raisons. La première, c'est que si l'on analyse les deux frappes successives de l'Iran contre Israël, on constate que les Iraniens n'ont pas cherché à détruire quoi que ce soit en Israël, mais à tester leur capacité d'atteindre le territoire israélien. Et au vu de ces deux expériences successives, on peut dire que la prochaine fois qu'ils souhaiteront atteindre Israël, ils auront la capacité de détruire les cibles qu'ils choisiront. Voilà. Donc ça... Grâce à quelles armes? Grâce à des armes extrêmement rapides, des missiles très très rapides, que les Occidentaux, dans leur ensemble, y compris les États-Unis, n'ont pas la possibilité d'arrêter. À l'heure actuelle, ça changera peut-être, mais pour le moment, ils ne peuvent pas les arrêter. Est-ce que le système THAAD, on le redit pour ceux qui découvrent, Oui. TH2AD, Oui. est-ce que donc les Américains ont livré deux exemplaires du système THAAD, et je crois qu'il en existe 7 ou 9. Oui, il en existe 7 au total. Voilà. Donc les Américains ont livré comme une part substantielle de leur arsenal en matière de système THAAD, qui est un système antibalistique, donc d'interception de missiles dans les airs, même au-delà de l'atmosphère. Est-ce que la livraison de ces systèmes THAAD à Israël par les États-Unis, avec 100 militaires officiellement américains attachés à l'utilisation de ce dispositif, est-ce que cette livraison-là change la donne? Est-ce qu'elle donne une impunité à Israël face à l'Iran? Eh bien, personne n'en sait rien parce qu'on n'a pas encore jamais observé l'affrontement entre ce type de missile et ce type de contre-missile. Mais compte tenu de la vitesse des contre-missiles des États-Unis, il est peu probable qu'ils puissent arrêter des missiles beaucoup plus rapides venant d'Iran. Est-ce que c'est possible, mais j'attends de voir. Est-ce que selon toi, il existe un risque d'embrasement régional aujourd'hui, notamment d'ici au 4-5 novembre, jour fatidique des élections aux États-Unis? Alors, ça c'est certain. Il existe un très grand danger d'embrasement avant l'élection du président des États-Unis, ou plutôt avant la proclamation des résultats. Mais ceci pour dire qu'il y a une deuxième raison à l'absence d'attaque des Israéliens. C'est que pour attaquer, ils ont besoin, eux, d'utiliser des missiles qui doivent être guidés par les États-Unis. Et pour le moment, les États-Unis refusent de guider ces missiles. Ce sont les États-Unis qui ont la clé pour permettre cette opération. Alors, dans les derniers jours, des photos satellitaires de l'Agence de renseignement spatial des États-Unis et de la NSA ont circulé sur Telegram, qui montrent que les États-Unis préparent, en tout cas, ils ont l'hypothèse, au niveau militaire, de frapper le sol iranien. Donc c'est possible, mais pour le moment, ils n'ont pas autorisé ça. C'est l'occasion, on en a discuté tout à l'heure au déjeuner, de souligner qu'il y a une campagne sur les agents iraniens infiltrés dans les services américains. Est-ce que tu penses qu'au fond, les Iraniens ont acquis des positions de force qui vont rendre compliquée la riposte américaine en cas de frappe iranienne qui elle-même viendra en représailles de frappe israélienne? Alors, autant je l'ai expliqué ici une fois précédente, il y a une pénétration très forte des pro-iraniens dans l'appareil d'État, des pro-israéliens dans l'appareil d'État iranien. Autant l'inverse ne me paraît pas plausible. Mais,
il y a, et depuis très longtemps, une pénétration très forte du Hezbollah dans l'appareil d'État israélien. À travers des agents israéliens. Oui, parce que beaucoup d'Israéliens sont persuadés que c'est le Hezbollah qui a raison et non pas leur propre pays. Et beaucoup d'Israéliens ont, au cours des dernières guerres, c'était très visible en 2006, et je pense que ça va se répéter là, des Israéliens ont fourni des informations au Hezbollah contre leur propre pays, parce qu'ils pensaient qu'il fallait arrêter ce massacre. Pour conclure sur ce sujet, parce qu'il faut qu'on parle... C'est important cette chose-là, parce qu'on nous raconte toujours que les Juifs ceci, les Juifs cela. Non, vous voyez bien, puisqu'il y a des Juifs qui travaillent avec le Hezbollah. Est-ce que tu penses que la proximité des élections américaines va accélérer un certain nombre de processus? Est-ce que tu penses que, compte tenu de l'incertitude qui pèse sur le résultat des élections européennes, même si tu nous as dit que Donald Trump prenait de l'avance, est-ce que tu penses que, compte tenu de l'incertitude qui existe sur ce processus, il peut y avoir aujourd'hui des biais, des tentations israéliennes de forcer le destin, si j'ose dire? Aux États-Unis, on dit qu'il y a une tradition pendant l'élection présidentielle, c'est la surprise d'octobre. Donc habituellement, au mois d'octobre, il y a un événement politique international absolument inattendu qui pèse très lourdement sur l'élection et qui fait élire un candidat plutôt que l'autre. Bon. Moi, je pense que, compte tenu de l'évolution des choses, aujourd'hui, il faudrait que cet événement ait lieu le plus tard au mois d'octobre, voire au tout début novembre, pour pouvoir peser vraiment sur l'élection, voire pour suspendre le processus électoral. Bon, on va attendre, et on en reparlera. J'en profite pour redire que mercredi prochain, nous parlons du sommet des BRICS avec toi et de Russon, puisque nous n'avons pas aujourd'hui parlé du sommet des BRICS, pourtant c'est un sujet extrêmement important, mais nous en tirerons les conclusions la semaine prochaine. Et ce sera peut-être l'occasion aussi de parler d'événements importants aux États-Unis, personne ne sait. On le redit, aujourd'hui, nous sommes le 23 octobre, 23 octobre, on attend la riposte israélienne au bombardement par missile de l'Iran. Donc tout est ouvert. En attendant... Le bombardement qui, en droit international, était légitime du côté iranien. Alors que s'il y a une riposte israélienne, elle ne sera pas légitime. Il y a un sujet important parallèle dont on parle moins, parce qu'au fond, il est passé un peu inaperçu, c'est l'Ukraine, puisque on voit tous les jours dans la presse subventionnée des aveux du fait que l'armée ukrainienne est en train d'abandonner des positions entières, parfois dans le cadre de désertion ou de défaite à plat de couture infligée par l'armée russe. Donc nous sommes en Ukraine. On sent que l'Ukraine, le gouvernement ukrainien ne va pas bien. La presse américaine se gausse en comparant les chiffres d'aide à l'Ukraine par ménage américain et d'aide aux victimes des ouragans en Floride, où les Américains se disent mais il vaut mieux être ukrainien, on est beaucoup plus aidé par le gouvernement américain que américain victime d'un cyclone ou d'un ouragan. Aujourd'hui, ça se présente comment, ce front en Ukraine entre la Russie et l'OTAN, d'une certaine façon, puisqu'il s'agit bien de ça? Je pense qu'en ce moment, il y a une fracture qui est en train de s'opérer au sein de l'OTAN et qui n'est pas celle que nous avions prévue. Parce que pendant les 2 dernières années, la Pologne a soutenu l'Ukraine, les yeux fermés, prenant même des initiatives très fortes, et à la fois financières et militaires, en faveur de l'Ukraine. Et le but des Polonais, c'était de restaurer la stratégie de Piłsudski, c'est-à-dire l'Intermarium, on dit aujourd'hui l'initiative des 3 mers, c'est-à-dire une Europe centrale. Donc les 3 mers, on va le redire, mer Noire,
mer Baltique et Méditerranée. Non, pas. Oui, c'est la Méditerranée, la troisième. Oui, la Méditerranée. Donc, mais ça n'est pas ça qui a lieu aujourd'hui. Les États-Unis, après avoir soutenu la Pologne, ne la soutiennent plus aujourd'hui. Ils soutiennent au contraire l'Allemagne, qui a un projet rival, la Mitteleuropa, c'est-à-dire en fait la même zone, mais contrôlée par l'Allemagne, au lieu d'être contrôlée par la Pologne et la Lituanie. Ce qu'on a appelé à une époque le Lebensraum. Non, c'est pas tout à fait ça, le Lebensraum, mais bon. Non, vas-y, dis-nous. Non, le Lebensraum, c'est l'espace vital pour l'extension l'extension du Reich. Ça concernait toutes les populations parlant l'allemand où qu'elles se trouvent. Bon, et toute cette région aurait dû être vidée de ses habitants, dont certains auraient pu rester pour devenir des esclaves, mais l'ensemble de cette région aurait dû être habité par des Allemands ou des gens parlant la langue allemande. Voilà. Ça, c'est le Lebensraum. Mais les Polonais se retrouvent floués, en quelque sorte. Depuis 2 ans, ils ont consacré des ressources énormes, y compris la restructuration de leur armée, l'essentiel de leur économie pour venir en aide à l'Ukraine. Aujourd'hui, le ministre de la Défense, il a donné une interview où il disait mais nos concitoyens ne comprennent pas qui sont ces jeunes Ukrainiens avec des voitures de luxe qui vivent dans nos hôtels 5 étoiles pendant que eux se saignent pour pouvoir payer leurs allocations qui vont aux Ukrainiens. Donc voilà, on en est là. Et donc Joe Biden a décidé de reprendre les choses en main, mais il les a repris en main contre la Pologne et contre l'Ukraine en fait. C'est-à-dire que la semaine dernière, il a fait un aller-retour à Berlin, une journée. Il a fait un conseil des grandes puissances pour savoir ce qu'on faisait en Ukraine. C'était le lendemain du Conseil européen à Bruxelles, où participait évidemment le Premier ministre polonais Donald Tusk, mais aussi le président ukrainien Zelensky, président démissionnaire ukrainien. Il n'est plus président, il est illégitime aujourd'hui puisque son mandat est terminé. Il n'a pas invité ni l'un ni l'autre. Bon, il y avait le président français, il y avait le Premier ministre britannique, le chancelier allemand. Il leur a donné des ordres, mais sans représentants des Ukrainiens et sans représentants des Polonais. Et donc, ces ordres, c'était lesquels ? On ne sait pas, moi je n'étais pas présent à cette réunion. Mais ce qui est clair, c'est faire durer cette guerre par tous les moyens et, je pense, éventuellement en attaquant la Transnistrie. Est-ce que ça signifie que, selon toi, d'abord on va faire un sort au front, si j'ose dire, ukrainien, est-ce que l'armée ukrainienne est en train de perdre manifestement la guerre face à la Russie ? Je pense que tous les experts militaires qui suivent vraiment la situation sur le terrain, je n'en connais pas qui ne prévoient pas la défaite de l'Ukraine à la fin de cet hiver. C'est-à-dire une déroute de l'armée ukrainienne. Une déroute de l'armée ukrainienne, oui. On a dit sur ce point que, au fond, Poutine pouvait avoir l'espoir de trouver un arrangement loyal, sérieux, avec l'OTAN, et qu'au fond, il se dit l'OTAN est un ramassis de menteurs, et quoi qu'il arrive, ils me mentiront. Est-ce que tu partages cette idée ? Ça qu'il pense que ce soit un ramassis de menteurs, je pense qu'il l'a éprouvé, il l'a vu un grand nombre de fois, qui pense que quoi qu'il signe, ça ne sera pas appliqué par la partie avec qui il va signer ça, c'est aussi son expérience. Donc oui, c'est comme ça, les États-Unis ont l'habitude de trahir leurs paroles, et nous, occidentaux, la même chose. Donc tu nous dis qu'on va, je résume, mais tu modéreras,
que l'OTAN va attaquer la Transnistrie en disant c'est un territoire sous domination soviétique que nous devons libérer. Voilà. On connaît à peu près la rhétorique dès maintenant. Nous pourrions même rédiger les On va me dire que les anciens communistes se sont réfugiés à cet endroit-là. Voilà. Est-ce que tu imagines que nous allons ouvrir un autre front? Est-ce que tu nous dis aujourd'hui que l'OTAN va ouvrir un autre front, pas en Ukraine, mais en Transnistrie? Non, je ne dis pas que l'OTAN va ouvrir ce front. Je dis que l'OTAN se prépare à ouvrir ce front. Ça n'est pas pareil. En même temps, on a vu qu'il y avait des analyses. Il y a un exercice cybernétique de l'OTAN, un exercice militaire prévoyant d'ici à 2027 une attaque sur le front oriental de l'Europe par l'armée russe. Et que cette attaque montre les exercices de l'OTAN. Cette attaque mettrait en difficulté les États baltes parce qu'ils seraient très rapidement occupés et qu'il faudrait au moins 8 jours à l'OTAN pour réagir et pour envoyer une force d'opposition à cette invasion russe qui serait très rapide. Est-ce que ça te paraît plausible? Je pense que cet exercice est fait uniquement pour être présenté aux ministres de la Défense de l'OTAN et leur dire vous devez accepter de faire tels et tels efforts. C'est un plaidoyer pro domo, ça. Mais je pense que la question ukrainienne et la question d'une éventuelle attaque, d'une éventuelle guerre en Moldavie est déjà aller très loin. Personne n'a remarqué en France que la raison pour laquelle l'Italie a été obligée de rapatrier chez elle des migrants qu'elle voulait envoyer dans un centre de transit en Albanie. Bon, en fait, c'est un changement complet de la politique migratoire européenne. Jusqu'à présent, la politique migratoire européenne était définie par le tribunal de Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est un tribunal dont un grand nombre de juges ont été financés par un seul homme, George Soros, et qui ont traduit en droit les idéaux de George Soros d'une société ouverte, de ce qu'il appelle une société ouverte. L'Open Society. Voilà. Mais là, la Cour européenne des droits de l'homme n'a aucun rapport avec la décision qui a été prise. Elle a été prise par la Cour européenne de justice. Ça n'est pas un tribunal qui se prononce sur les droits de l'homme, il n'y connaît rien du tout, c'est un tribunal administratif. Donc, on le redit pour ceux qui vont débarquer, parce que là aussi je vais agacer tout le monde, mais j'ai dit beaucoup de bêtises. Donc la Cour européenne des droits de l'homme qui siège à Strasbourg est le produit du Conseil de l'Europe, largement inspiré par la Grande-Bretagne de Churchill au sortir de la guerre. Et la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, qui siège à Luxembourg et pas à Strasbourg. La CEDH, c'est à Strasbourg. C'est hors Union européenne. La CJUE, c'est le tribunal de l'Union européenne qui est à Luxembourg. C'est un tribunal administratif, uniquement administratif. Alors, donc c'est un tribunal qui applique le droit de l'Union européenne. Voilà. C'est en ça que tu dis que c'est un droit administratif. Mais on rappellera, si tu me permets de te couper, que dans les traités européens, il y a des références là aussi à la CEDH, à la Convention européenne des droits de l'homme qui inspire Strasbourg, que donc il y a des mélanges de genres. Oui, mais alors cette cour administrative a interprété une résolution, c'est-à-dire une loi, qui a été rédigée par la Commission européenne et approuvée par le Parlement européen. Comme je l'ai expliqué précédemment, la Commission européenne, c'est un organe administratif qui a été créé par les États-Unis dans le prolongement de l'autorité d'occupation militaire des États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Donc c'est toujours eux qui tiennent les clés de cette commission. Pourquoi ce tribunal a-t-il décidé que on ne pouvait plus déplacer des migrants en Albanie? Pourquoi? Eh bien parce qu'il a déclaré qu'on ne pouvait pas considérer comme sûrs des pays dont une partie du territoire n'est pas sûre. N'est pas sous contrôle, pour aller vite. Ouais. Voilà. Et il a pris comme exemple la Moldavie. Alors, il n'a pas contesté qu'en Moldavie, c'est un pays sûr, la Moldavie. Non, il a contesté le fait que, oui, c'est un pays sûr, mais la Transnistrie ne lui obéit pas. Ben oui, mais ça on sait, c'est comme ça depuis toujours. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait cette distinction? Parce qu'en fait, il prépare le flux migratoire de Moldaves qui vont quitter une zone en guerre. Et dans l'esprit de l'OTAN, il faut bien comprendre que cette migration peut avoir lieu avant les opérations militaires. Est-ce que tu as vous avez une doctrine de l'OTAN qui explique que les migrations sont une arme de guerre. Donc ça, pour le moment, en Europe, vous avez déjà vécu ça, mais vous n'en avez pas conscience. Les exodes. Les exodes, parce que dans notre esprit, un exode, c'est ce que nous avons vécu en 1939. Devant l'arrivée des Allemands, les Français du Nord se sont déplacés vers le Sud. Mais depuis, l'OTAN a imaginé que l'émigration pouvait être utilisée soit pour affaiblir un pays, l'affaiblir militairement, mais s'il n'a plus de population, on ne peut plus se défendre, soit pour justifier une guerre. C'est ce qu'ils avaient fait pendant la guerre de Yougoslavie. Si vous vous souvenez, au moment où les États-Unis voulaient attaquer illégitimement, sans autorisation du Conseil de sécurité, la République de Yougoslavie, l'actuelle Serbie, au moment où ils ont décidé ça, la population d'une région de la Yougoslavie, le Kosovo, cette population a commencé à fuir et à aller au Monténégro. Et on a vu à la télévision, c'est très impressionnant, moi je me souviens très bien de ces images. On a vu les gens à la file indienne, le long d'une voie de chemin de fer, qui allaient à pied au Monténégro. C'est pas très loin, mais on imagine ce que ça veut dire pour cette population de faire ça. Et quand les Monténégrins ont reçu ces gens-là, ils ne comprenaient pas. Mais pourquoi vous quittez le Kosovo? Et en fait, ils ont su après que c'est parce qu'on avait dit aux Kosovars, si vous allez au Monténégro, l'OTAN vous aidera au Monténégro. Mais en Europe, on a expliqué à l'époque, non pas que ces gens avaient volontairement quitté leur pays, on a dit non, ils ont été chassés du Kosovo par la répression de Milošević. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin de la guerre, on a fait un procès à Milošević et on n'a jamais réussi à démontrer qu'il avait quelque responsabilité que ce soit dans cet exode. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est d'utiliser la migration pour affaiblir militairement un pays. C'est ce qu'on a vu en Syrie. Alors, en Syrie, au début de l'attaque des djihadistes, il y avait des manifestations, beaucoup de choses incohérentes qui avaient lieu en Syrie. Au début, la Turquie, qui était alors
l'allié indéfectible des États-Unis au sein de l'OTAN, ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais la Turquie a dit, eh bien, si il y a des djihadistes qui viennent se battre là où vous habitez, ben venez vous réfugier en Turquie, on vous accueillera, puis vous retournerez chez vous après. Et donc là, il y a eu un exode massif des sunnites du nord de la Syrie vers la Turquie. Puis après, ils ont été envoyés en Europe. Hein. Donc, tout ça pour dire que dans notre esprit ici, les migrations sont la conséquence des guerres, mais non, la migration peut être la première étape d'une guerre, ça peut être la guerre elle-même. Est-ce que tu es en train de nous dire, et nous en resterons là puisque de toute façon nous avons des rendez-vous programmés, est-ce que tu es en train de nous dire que selon toi, au fond, la guerre en Ukraine va se muer en une guerre en Moldavie-Transnistrie? C'est tout à fait possible, ça se prépare. Alors je ne sais pas si on va franchir cette étape, mais on voit bien qu'elle est sur le point d'être entièrement préparée. Est-ce que ça peut devenir une guerre régionale, c'est-à-dire au fond un affrontement entre l'OTAN et la Russie qui ne dit pas son nom? Alors, c'est déjà le cas, cet affrontement entre l'OTAN et la Russie. Mais voilà, je pense que l'intérêt des États-Unis tel que le comprennent les Straussiens, les adeptes de Léo Strauss aux États-Unis. Théoricien du néoconservatisme. Voilà. Donc, dans leur vision des choses, utiliser l'Europe comme champ de bataille est assez normal, mais il n'est pas question d'un affrontement réel, direct, entre les États-Unis et la Russie. Maintenant, quand on met l'incendie, personne ne peut l'arrêter. Hein. Ce que je te propose, Thierry, c'est que de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine. On rappelle ta lettre hebdomadaire à laquelle il faut s'abonner. Cette lettre hebdomadaire fournit des informations que vous ne trouverez pas ailleurs. Et si vous voulez réfléchir à la manière dont les choses s'organisent, vous avez besoin d'informations. C'est pour ça que je l'ai dite et à mon avis, c'est pour ça que vous devez la lire. En tout cas, moi j'en suis un lecteur forcené, si j'ose dire, et j'y apprends toujours des choses, donc je recommande à chacun de s'abonner à cette lettre. L'abonnement peut être pris sur le site voltairenet.org. On répète voltairenet.org, qui est le site de Thierry. Donc abonnez-vous à cette lettre hebdomadaire parce que c'est une mine d'informations. Alors, en plus, Thierry, il fait un truc qui, moi, m'épate, c'est que c'est un chroniqueur du Moyen-Âge, donc il numérote tout est organisé par... Voilà, je suis admiratif, donc abonnez-vous à cette lettre. On se retrouve sur le courrier mercredi prochain. On va parler avec Édouard Husson du sommet des BRICS. On en a déjà parlé avec Édouard lundi. On va tirer les leçons du sommet des BRICS mercredi prochain. C'est un sujet extrêmement important puisqu'il est chargé de rivalité idéologique, on va dire ça comme ça, entre l'Est et l'Ouest. Moi, je ne le pense pas comme une rivalité de cette nature-là. Je pense que les BRICS ne sont pas une organisation anti-occidentale, c'est une organisation non occidentale. Voilà, nous sommes en plein dans le débat. Donc nous aurons ce débat la semaine prochaine. On redit que la semaine prochaine, donc c'est un débat, c'est-à-dire que c'est pas la tribune de Thierry Messant qui commente l'actualité, c'est un débat contradictoire comme on dit. On recommande à tout le monde d'aller sur voltairenet.org, de s'abonner à la lettre de Thierry. Et puis à la semaine prochaine, Thierry. Oui, à la semaine prochaine.